Salut l'équipe, on se retrouve pour le dernier module de bac 2 et qui est digestif. Donc je suis parti au niveau de l'estomac, mais évidemment avant il y a l'œsophage et la bouche où il y a pas mal de structures importantes à connaître. Et moi je suis parti au niveau de l'estomac et plus précisément au niveau de l'antre avec les cellules G et les cellules delta. Les cellules G elles vont produire la gastrine via une stimulation soit mécanique par distension ou alors avec la présence d'acides aminés, de peptides ou de protéines dans la lumière. Pour ce qui est des cellules D, ça va être l'acidité gastrique qui va les stimuler. Donc ça fait HD et là j'ai mis APP, mais du coup on peut rajouter un D pour la distension. Ces cellules-là, elles vont aussi être stimulées via l'intermédiaire du système nerveux autonome et plus précisément du nerf vague, en libérant du GRP, donc du Gastric Releasing Peptide. Ces deux hormones-là, la gastrine et la somatostatine, elles vont circuler via les voies vasculaires pour arriver au niveau du corps cette fois-ci. Bon, elles vont agir partout, mais au niveau du corps plus précisément, on va retrouver les cellules ECL, donc entérochromaffine-like, nos cellules D qu'on avait déjà dans l'antre, et les cellules qui vont produire l'acidité gastrique, donc les cellules pariétales. Ces cellules pariétales elles vont être stimulées aussi par le GRP qui va venir du nerf vague. On aura aussi une stimulation via l'acétylcholine. Je suis pas sûr que ce soit hyper important de retenir la dissociation entre les deux, mais en gros l'acétylcholine elle va inhiber les cellules delta. Et pour ce qui est des cellules ECL, en gros ça va amplifier l'activité de la gastrine, en se fixant elle aussi sur la cellule pariétale qui a des récepteurs du coup pour l'histamine libérée par le CL qui va amplifier la libération d'acide gastrique. La gastrine idem et la somatostatine. Il faut se dire que pour la somatostatine, plus ou moins toutes les cellules ont un récepteur à la somatostatine. On libère les deux plus ou moins en même temps pour avoir un effet modulé et modéré. Une fois qu'on a vu ça, on va voir du coup ce qui est de la vascularisation au niveau de l'estomac. Donc on va commencer au niveau du tronc cœliaque. Donc il faut savoir qu'il y a 3 branches distinctives au niveau du tronc cœliaque. On va commencer par celle qui est la plus à droite, on va dire. Donc on commence avec l'artère hépatique commune, qui va donner en première branche la gastro-duodénale, en deuxième branche la gastrique droite, et qui va continuer pour donner l'hépatique propre. Donc je rappelle, première branche donner la gastro-duodénale, deuxième la gastrique droite, et dernière l'hépatique propre. Ensuite, la deuxième branche du tronc cœliaque, c'est celle qui va donner l'artère splénique, donc qui va se diriger vers la rate et qui va avoir un parcours assez sinueux sur la face postérieure de l'estomac. Cette artère-ci va aussi donner les vaisseaux courts juste avant l'entrée dans la rate, donc c'est des vaisseaux qui vont permettre la vascularisation du fundus. Et aussi, ça va donner une branche qui va cette fois-ci courir sur la face latérale de l'estomac et qui va donner une artère dont le nom est la gastro-épiploïque gauche ou gastro-mentale. Pour revenir à la gastro-duodénale, en fait, elle va faire une anastomose avec la gastro-épiploïque gauche puisqu'elle va donner la gastro-épiploïque droite cette fois-ci. Donc gastro-duodénale donne la gastro-épiploïque droite et ensuite elle va donner aussi des branches pancréatico-duodénales cette fois-ci, supérieures et antérieure ou postérieure. Donc on dit souvent en cours on a vu supérieur antérieur et supérieur postérieur, mais j'imagine qu'on peut aussi dire supéro-postérieur et supéro-antérieur. Pour ce qui est maintenant de la dernière branche du tronc cœliaque, ça va être la gastrique gauche. Et elle va aussi faire une anastomose comme les gastro-épiploïques, mais cette fois-ci sur la petite courbure de l'estomac, et donc va rejoindre la gastrique droite qui, elle, venait de l'hépatique commune. Donc j'ai continué le tracé de l'aorte qui court du coup sur la face postérieure de la paroi abdominale. On va retrouver ici le pancréas, qui est un organe secondairement rétropéritonéal, comme le duodénum, mais aussi le côlon ascendant et le côlon descendant. À travers le pancréas, et à travers la tête du pancréas et le processus inciné, on va voir apparaître l'artère mésentérique supérieure. Donc celle-ci, elle va permettre de donner des branches pancréatico-duodénales aussi, cette fois-ci inférieure, antérieure et inférieure postérieure ou inféro-antérieure, inféro-postérieure, qui vont s'anastomoser avec les branches supérieures qu'on a vues juste avant. En plus de celle-ci, l'artère mésentérique supérieure, elle va donner des branches mésentériques donc, qui vont être présentes au sein même des mésentères et qui vont irriguer les différents segments d'intestin et de côlon.
On va avoir la colique droite avec l'iléocolique, et l'iléocolique donnera une branche aussi appendiculaire. Et on aura les différentes branches de l'artère mésentérique supérieure avec la colique moyenne qui va s'anastomoser avec la colique gauche qui vient elle de l'artère mésentérique inférieure cette fois-ci. Et ça, cette anastomose-là, elle s'appelle l'arcade de Riolan. On met de côté la vascularisation maintenant et on revient au niveau du pancréas pour tout ce qui est justement régulation des sécrétions pancréatiques. Donc il faut savoir qu'au niveau du duodénum, on aura certaines cellules qui vont s'appeler les cellules I et les cellules S. Les cellules I, elles vont être stimulées par la présence d'acides aminés et d'acides gras à chaîne courte. Et ces cellules I vont produire la cholécystokinine. Donc la cholécystokinine, elle a plusieurs effets. L'effet de contraction de la vésicule biliaire pour décharger justement le contenu dans le duodénum. Et elle va aussi stimuler une production pancréatique, mais riche en enzymes. Elle aura aussi un effet d'inhibition de la vidange gastrique, et aussi un effet d'inhibition de l'appétit au niveau du système nerveux. Donc les cellules S maintenant, elles vont être stimulées par la présence d'acide dans le duodénum, et une fois qu'elle va détecter l'acide, elle va stimuler la sécrétion pancréatique, mais cette fois-ci pauvre en enzymes et riche en HCO3- pour justement tamponner un petit peu l'acide gastrique qui était présent dans le duodénum. Elle aura un effet de stimulation au niveau du pylore. Donc quand la sécrétine sera libérée, il y aura un effet de contraction du pylore pour limiter justement le passage d'acide à travers le duodénum. Et il y aura aussi le même effet que la cholécystokinine au niveau de l'estomac, c'est-à-dire inhiber la vidange gastrique. Donc les sels biliaires, ils vont venir après la vésicule biliaire dans le cholédoque pour ensuite se déverser dans le duodénum en traversant l'ampoule de Vater et le sphincter d'Oddi. Donc au-delà des sels biliaires, on va avoir aussi la production de lipase pancréatique au niveau des cellules acinaires du pancréas exocrine. Une fois que toutes ces molécules-là seront présentes dans le duodénum, on va parler ici un petit peu de la digestion des lipides. Donc les sels biliaires, ils ont deux effets principaux. Le premier, ça va être l'émulsion des lipides, donc on a des grosses gouttelettes au départ, et les sels biliaires vont s'attaquer un peu à ces grosses gouttelettes pour former des petites gouttelettes. Le second rôle des sels biliaires, on le verra ensuite, mais ce sera la formation du coup de micelles. Une fois l'émulsion faite, on va avoir la fixation des lipases pancréatiques sur ces petites gouttelettes qui ont été formées grâce aux sels biliaires. La lipase pancréatique, elle aura besoin d'une copine pour fonctionner, qui s'appelle la colipase, et cette colipase, elle vient de la procolipase qui est produite dans le pancréas. Suite à l'action du coup de la lipase et de la colipase qui permet justement une dégradation progressive des lipides, on va avoir la formation de micelles, et comme je le disais tantôt, celle-ci est permise grâce à la présence de sels biliaires. Donc ces micelles, ils vont être constitués surtout de phospholipides et de cholestérol pour ce qui est à la surface et à la périphérie des micelles, puisque c'est des constituants qui sont polaires, et à l'intérieur, on va retrouver des acides gras, les vitamines ADEC, qui sont des constituants apolaires cette fois-ci, donc ils ont besoin de rester à l'intérieur des micelles. Ces micelles vont pouvoir traverser à travers la couche non remuée pour former soit des kilomicrons si c'est des acides gras qui sont supérieurs à 12 carbone, ou alors aller directement dans la veine porte si c'est des acides gras inférieurs à 12 carbone. Ok, donc juste ici un petit rappel d'histo pour dire que la valve iléocécale, en fait, c'est un repli de la musculeuse qui se fait, qui permet ce mouvement de valve pour éviter les reflux, et aussi un peu antibactérien. Et pour ce qui est de la composition histologique du côlon, donc vous savez qu'on a plus de villosités qui sont présentes au niveau de l'intestin grêle, et on a une abondance de cellules caliciformes. Donc plus de villosité, abondance de cellules caliciformes et aussi absence de cellules de Paneth, c'est trois critères qui permettent de diagnostiquer une coupe de côlon. Donc on a les 5 couches du tube digestif, la muqueuse avec l'épithélium de recouvrement plus son chorion, la muscularis mucosée, la sous-muqueuse, la musculeuse avec, comme d'habitude, les deux couches qui sont souvent présentes tout au long du tube digestif, la circulaire interne et la longitudinale externe. Et enfin, la séreuse ou l'adventice pour la couche la plus externe. Par exemple, ici au niveau du côlon descendant, on aura une séreuse sur la face antérieure du côlon et une adventice sur la face postérieure, puisque c'est secondairement rétropéritonéal. Et donc du coup, on aura une partie adventicielle, une partie séreuse. Et pour finir, du coup, j'ai voulu faire un tout petit peu de sémiologie. C'est sûrement pas la sémiologie du tube digestif la plus importante, mais c'est le syndrome rectal,
qui est caractérisé par 3 symptômes, donc les épreintes, qui sont des douleurs coliques avant l'exonération, les faux besoins, donc comme son nom l'indique, c'est une volonté d'aller exonérer mais sans possibilité de le faire, et enfin les ténesmes, qui sont des douleurs localisées au niveau de l'anus et qui sont souvent présentes après l'exonération et qui engendrent une envie continuelle d'aller exonérer. Donc ce syndrome rectal, il peut être synonyme d'une atteinte inflammatoire, infectieuse ou tumorale, par exemple un fécalome. Donc pour le fécalome, on va pouvoir orienter le diagnostic avec un toucher rectal et aussi la présence de fausses diarrhées. Donc on appelle ça fausse diarrhée puisque au lieu que ce soit principalement composé d'eau, ça va être surtout composé de mucus ici, puisqu'il y a un obstacle au niveau du rectum ou du canal anal. Et le corps va réagir en surproduisant du mucus et donc des glaires pour essayer d'évacuer tant bien que mal cet obstacle. Donc ça peut être une tumeur, un fécalome ou alors une selle séchée qui fait obstacle à l'exonération et qui peut être due à une constipation d'étiologie variable. Voilà, c'était tout pour le module digestif. Ici, je vous ai juste mis une petite vidéo d'une résection du côlon. Donc le chirurgien montre ici les différents ténias qu'on peut y voir et la partie noire, donc c'est la partie nécrosée. Il me semble que c'est une vidéo d'un cancer du côlon. Et donc ici il va montrer ensuite la partie ulcérée, donc qui est la partie un peu plus jaunâtre au niveau du côlon. Voilà, c'était juste un petit bonus. Courage à tous pour la fin de cette session, on y voit bientôt le bout. Et force à vous pour l'inté, on y croit, tout en détente ça va le faire.